Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans l'épisode numéro 32 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, le sujet est quel mangeur êtes-vous? Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Il y a 2 semaines, j'ai créé un nouveau site qui s'appelle mincirautrement.com où vous trouverez tous les nouveaux articles autour de la perte de poids, sur ce site. Voilà, c'est vraiment dédié, à mon programme Mincir autrement et à tout ce qui s'en rapproche comme le challenge et cetera. Donc maintenant, ce sera là-bas que tout se passera. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos en espérant, que ça vous plaira. Nouveau design, nouvelle couleur, nouveau logo, bref, j'ai fait les choses bien, donc j'espère que ça vous plaira. On continue, du coup avec l'épisode du jour que j'ai intitulé «Quel mangeur êtes-vous?» Une nouvelle approche du surpoids. C'est un article que vous retrouverez également sur le blog de mincirautrement.com si jamais. Vous retrouverez le lien en description bien entendu. J'avais envie de vous parler, de ce sujet-là, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai terminé un livre qui s'appelle «Les pensées qui font maigrir» de Eudes Semeria, qui est, psychologue clinicien et je trouvais son approche intéressante, même si, je n'étais pas d'accord avec tout. En gros, je suis d'accord enfin, j'ai trouvé intéressant la première partie qui explique un petit peu une nouvelle approche du surpoids. Mais en ce qui concerne les solutions qu'il propose, justement, je suis pas d'accord avec tout. Donc clairement, là aujourd'hui, je vais vous parler de la première partie du livre, qui m'a le plus intéressée et si jamais vous avez envie d'en savoir plus, eh bien je vous mettrai le lien en description de ce bouquin, si jamais vous avez envie de vous plonger là-dedans. Donc Eudes parle de la psychologie existentielle et de cette nouvelle approche du surpoids. Du coup, dans ce bouquin, on découvre qu'il existe 2 types de mangeurs. Il nomme les mangeurs fusionnels et les mangeurs héroïques. Alors bien qu'on a tous des traits dans l'un et dans l'autre, il y a une tendance bien sûr qui prédomine et qui peut nous aider à comprendre pourquoi on n'arrive pas à maigrir. Donc voici la question que j'ai envie de vous poser, quel mangeur êtes-vous? Pour vous aider, je vais vous détailler un petit peu le profil du mangeur fusionnel et du mangeur héroïque, bien entendu. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu ou si vous-même finalement vous dites ce genre de choses, le fameux «c'est plus fort que moi». Quand on n'arrive pas à s'arrêter de manger, quand on a des, pulsions alimentaires, on a souvent tendance à se dire: «Beh, c'est plus fort que moi. Je sais qu'il faudrait pas, mais j'arrive pas à m'arrêter». C'est comme s'il y avait une force extérieure finalement qui dictait un peu nos comportements. Et bien ça, c'est un, repère intéressant pour savoir dans quelle catégorie vous êtes. Et je vais commencer par le mangeur fusionnel. Encore une fois, selon la psychologie existentielle, le mangeur fusionnel est confronté à un sentiment d'impuissance face à la nourriture. Il n'a aucun contrôle sur ce qu'il mange parce que justement, c'est plus fort que lui. Et d'un point de vue psychologique, le mangeur fusionnel est guidé par une peur de la vie. Il est ainsi dans une volonté de retrait et d'effacement de soi, refusant son autonomie, ce qu'il maintient dans des relations de dépendance à l'autre. Et pour échapper à la peur de la vie, il tentera d'exister le moins possible. Alors j'aimerais souligner quand même que ce sont des comportements qui sont inconscients, qui ne sont pas toujours évidents à repérer. Parce qu'effectivement, on va pas se dire consciemment: «Bon bah tiens, j'ai pas envie d'exister, je vais, m'effacer, et manger, tout ce que je trouve». Non, bien sûr que non, ça ne se passe pas comme ça, vous vous en doutez bien. Et chez le mangeur fusionnel, il y a 4 caractéristiques. Il y a le refus de grandir, le refus de s'affirmer, le refus d'agir et le refus de se séparer. Je vais vous donner juste quelques petits points sur chacune des caractéristiques pour, vous illustrer un petit peu de quelle manière, ça se met en place dans la vie quotidienne. Si on prend le refus de grandir, par exemple, eh bien, il y a une nostalgie des premières années, de vie, du statut d'enfant. Il y a une persistance de certaines habitudes de l'enfance comme, bah, sucer son pouce, dormir avec la lumière allumée, conserver un dodo, et cetera et cetera. Il y a aussi l'impression, bah, d'être moins adulte, que les autres, donc moins crédible.
Et puis il y a aussi une peur, d'assumer pleinement les responsabilités de la vie d'adulte, hein, puisqu'il y a ce refus de grandir. Le corps aussi, c'est extrêmement compliqué puisque, le corps d'adulte est, sexualisé. Donc ça peut être un peu compliqué justement dans le rapport à son propre corps et dans les rapports, à l'autre, au niveau, l'intimité. Il y aura des préférences pour des attitudes et des apparences, juvéniles comme, les vêtements, des petites choses comme ça, qui pourraient faire dire que, on n'a pas «grandi» entre guillemets. On a une attitude aussi quelque part de soumission à autrui, notamment, de soumission envers les parents, même si on est devenu adulte et indépendant. Une difficulté ou une incapacité à dire non et à être systématiquement d'accord avec autrui. Et une quête permanente de validation de soi par les autres. Donc du coup, on est toujours en train de rechercher chez les autres si on fait bien et cetera. Difficulté à prendre des décisions, donc on va demander à l'autre son avis. Donc ça, c'est, par rapport à cette caractéristique du refus de grandir. Maintenant, dans la deuxième caractéristique du mangeur fusionnel qui est le refus de s'affirmer, on va avoir un sentiment d'impuissance et de peur face aux exigences de la vie quotidienne. Le travail, les tâches ménagères, les démarches administratives, etc., etc. On va rechercher une sorte de protection, de la part des autres. On va avoir du mal à identifier ses propres valeurs personnelles, savoir réellement quelles sont nos envies, nos passions, nos centres d'intérêt, et cetera, et cetera. On a une difficulté à se définir soi-même aussi. Donc on va, souvent tendance se décrire comme quelqu'un de banal, quelconque, sans intérêt, et cetera, et cetera. Une tendance à l'autodévalorisation aussi. On va voir tout ce qui nous manque, tous nos défauts, on va avoir une vision très pessimiste, de soi-même, de ses capacités, syndrome de l'imposteur, et cetera. Une tendance aussi à se placer dans une posture, d'infériorité par rapport à autrui, pensant que les autres sont toujours mieux que nous, plus intéressants, plus intelligents, et cetera, et cetera. Évidemment, la peur de ne pas être à la hauteur aussi. Une tendance, à s'effacer et à se tenir en retrait, hein, par rapport aux autres. Donc, on va pas s'affirmer, on va pas dire un mot, on va rester dans son coin, on va pas, dire ce qu'on pense, et cetera, et cetera. On peut être aussi face à un sentiment de vide, intérieur. Et puis une difficulté aussi à s'engager du coup dans un couple ou même dans des relations amicales, hein, parce que ça demanderait quand même, de prendre quelques responsabilités, de s'affirmer. C'est pas évident. Et une gêne intense aussi, face aux compliments ou aux cadeaux, des autres qui pourraient nous faire, qui sont ressentis comme non mérités et une difficulté à remercier, entre autres. Il y a encore plein d'autres choses, mais voilà pour vous dresser un peu le tableau. En ce qui concerne le refus d'agir, qui est la troisième caractéristique du mangeur fusionnel, eh bien, on va retrouver l'impression que sa vie tourne au ralenti, qu'on est à l'arrêt. On va avoir, le sentiment d'être coincé dans sa vie, dans son passé, hem, avec la conviction qu'il n'existe pas ou peu de possibilités de changement personnel, hein. C'est un peu, le fatalisme, c'est comme ça, je peux rien y faire et voilà, je suis un peu, je suis pas à l'aise avec mon environnement, avec ma vie. Une procrastination, la tendance à remettre toujours un peu à plus tard. Une fatigue chronique avec un besoin de se réfugier dans le sommeil. C'est un peu une manière de mettre à distance, hein, la réalité. Ça peut aussi être de recourir à des substances, hein, comme des anxiolytiques, des somnifères, l'alcool, la drogue, et cetera, et cetera. Beaucoup de rumination mentale. Donc voilà, on va sans cesse ressasser les mêmes problèmes, les mêmes craintes, les mêmes idées, sans jamais trouver de solution, hein, bien sûr. En tout cas, sans jamais trouver de solution satisfaisante. On a une passivité, une certaine passivité et puis présence de rêverie. On est toujours un peu dans la lune, à s'imaginer plein de scénarios, alternatifs. On a aussi la peur, de s'ennuyer, donc on va rechercher par tous les moyens, d'occuper son temps, hein, son temps libre, pour ne pas être confronté au rien, à soi-même. Une peur de la réussite également, donc là, ça se traduit par un sentiment enfin par, une tendance à l'auto-sabotage, hein, du coup, puisqu'on a peur de la réussite, donc il vaut mieux s'auto-saboter pour ne pas réussir, justement. Et une difficulté à s'intéresser à de nouveaux savoir-faire, qui sont considérés comme inintéressants ou inaccessibles.
Donc ça, c'était un peu pour le refus d'agir. Maintenant, la quatrième caractéristique du mangeur fusionnel, c'est le refus de se séparer. Et ça va se traduire par une angoisse de séparation, une angoisse d'abandon, et d'une manière générale, hein, une angoisse générale de l'éloignement des proches, une peur de la solitude et de l'isolement, une tendance à vivre par procuration à travers autrui. On va avoir tendance aussi à se précipiter dans une nouvelle relation en cas de rupture sentimentale pour ne pas être seul, hein, finalement, même si elle est insatisfaisante. On va avoir un besoin de contact fréquent avec les proches, besoin d'être accompagné, soutenu. On va avoir une tendance aussi à sacrifier ses propres désirs pour retenir ceux des autres, au profit de ceux des autres. Et un besoin de transparence, hein. Du coup, on va tout dire, on a besoin de tout savoir, on a besoin de fusionner avec l'autre, de ne faire qu'un avec l'autre. Donc ça, c'était un peu les caractéristiques du mangeur fusionnel. Maintenant, le mangeur héroïque, quant à lui, il est habité par un sentiment de puissance et d'autosuffisance. Lui, il a peur de la mort. Du coup, il va tenter d'échapper à cette peur en faisant comme s'il pouvait dépasser les limites qui lui sont imposées. Donc il va se penser plus mature que les autres, se sentir supérieur à autrui. Il va préférer les projets perso aux travaux de groupe puisqu'il estime avoir besoin de rien ni personne à ce moment-là. Et les 4 caractéristiques du mangeur héroïque sont les suivantes: l'illusion de maturité, l'illusion d'importance, l'illusion de puissance et l'illusion d'autosuffisance. Alors un peu comme pour le mangeur fusionnel, je vais vous donner quelques indications par rapport à ces fameuses caractéristiques. Si on prend tout d'abord l'illusion de maturité, eh bien, on a un sentiment d'être plus mûr que les autres, déjà très tôt, hein, souvent dès l'enfance, à ce moment-là. Du coup, on a un rejet précoce aussi des caractéristiques de l'enfance, donc besoin de gommer ses aspects enfantins, d'être considéré comme plus mature que l'on ne l'est, etc., etc. Une tendance à s'affranchir aussitôt que possible de l'autorité parentale, et parfois même une tendance à sous-estimer ses propres parents avec le projet plus ou moins clair de les concurrencer ou de les dépasser. On va avoir une facilité à s'éloigner de la famille ou à mettre de la distance. On a besoin de brûler les étapes, en fait, d'assumer des responsabilités très tôt, bien plus tôt qu'il ne faudrait, et l'impression de posséder des capacités et éventuellement des mérites avant toute réalisation personnelle. Donc ça, c'était pour l'illusion de maturité. La deuxième caractéristique du mangeur héroïque, c'est l'illusion d'importance, avec le sentiment d'être spécial, d'être pas comme les autres, voire prédestiné, avec un besoin important, hein, de reconnaissance par les autres du coup, et une tendance à être centré sur soi plutôt que sur les autres. Une tendance à nourrir de fortes ambitions assorties de rêveries autour des thèmes tels que le succès, la grandeur et parfois une certaine démesure. Il y a bien sûr aussi une tendance à la survalorisation et à la suraffirmation de soi. Donc vous voyez, on est vraiment à l'opposé là du mangeur fusionnel, hein, qui se dévalue complètement. Et un sentiment général plus ou moins diffus de supériorité par rapport aux autres, et un besoin de se singulariser, de marquer les esprits, de laisser une trace. C'est des personnes qui vont avoir un goût prononcé pour les débats, l'opposition, la contradiction, la provocation, avec un besoin de convaincre, quitte à avoir ce besoin de dominer. Et bien sûr, une tendance à vouloir occuper le centre de l'attention, quitte à déborder sur l'espace et le temps des autres. La troisième caractéristique du mangeur héroïque, c'est l'illusion de puissance, avec la recherche de l'action, être un peu dans l'hyperactivité, avec un dépassement fréquent de certaines limites. Recherche de vitesse, d'efficacité, un peu comme si on était dans une course permanente contre la montre, contre le temps. Donc une tendance à s'engager de manière précipitée ou excessive, hein, un peu sur des coups de tête finalement. Une surestimation de soi, de ses capacités d'action et de résistance. Une facilité à multiplier les projets, parfois avec succès, parfois en s'en tenant à leur simple énonciation. Donc bah voilà, on dit qu'on va faire ça et puis bah ça s'arrête là. Un perfectionnisme, hein, bien sûr. Une adoption fréquente de comportements à risque, alcool, stupéfiants, sexualité, etc. Et une tendance à rechercher les responsabilités pour soi. Donc le besoin de commander et de décider pour les autres.
une difficulté à accepter l'autorité d'autrui, évidemment. Enfin, la quatrième caractéristique du mangeur héroïque, c'est l'illusion d'autosuffisance. Avec ce sentiment de complétude, de n'avoir besoin ni de rien, ni de personne, une tendance à l'échappement par une recherche en fait d'indépendance et donc de moments où on va s'isoler. Une tendance à donner plutôt qu'à recevoir, à garder aussi les autres à distance et difficulté à interpréter les émotions des autres. Alors, bien sûr, dans ces deux caractéristiques, mangeur fusionnel et mangeur héroïque, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans l'un comme dans l'autre. Il y en a certainement juste un qui va prédominer par rapport à l'autre et effectivement, c'est complètement différent dans chaque domaine de vie. Dans l'alimentation, vous allez peut-être être plus de l'un et dans la vie professionnelle, plus de l'autre. C'est tout à fait normal. Là, aujourd'hui, on va s'attarder à l'alimentation parce que c'est le sujet du jour. Mais ça vous donne déjà des petites indications sur ce qu'est un mangeur fusionnel et ce qu'est un mangeur héroïque et de voir un petit peu dans quelle partie vous vous trouvez, notamment au niveau de l'alimentation. Alors, d'où vient en fait notre rapport à l'alimentation? En fait, la psychologie existentielle identifie deux sources. On a les injonctions et l'éducation. Et je vais vous parler des injonctions dans la perte de poids. Ce sont des sortes de règles silencieuses qui sont induites par la famille, la société, les expériences passées, etc. C'est un peu comme des devoirs inconscients qui va nous forger. Et il y a une multitude d'injonctions de manière générale. Là, je vous en présente trois, notamment qui tournent autour de la relation à l'alimentation. La première injonction, la plus importante, c'est l'injonction de grossir, puisque c'est une injonction universelle qui s'active en nous dès la naissance pour la simple et bonne raison que pour survivre, il faut grossir. Eh bien oui, un bébé à la naissance, s'il ne prend pas de poids, il est en danger, son pronostic vital est engagé. Et il faut aussi se dire qu'une perte de poids n'a rien de naturel en fait chez l'être humain, parce qu'elle est souvent synonyme de maladie ou de danger de mort. Du coup, l'injonction de grossir est une injonction majeure à travailler quand on souhaite maigrir. Sinon, c'est un peu l'effet yo-yo assuré. C'est super, on perd du poids, mais hop, tout de suite, inconsciemment, c'est trop dangereux, donc on va tout faire, en tout cas l'inconscient va tout faire pour qu'on reprenne ce poids perdu. Parce que c'est trop dangereux. La deuxième injonction, c'est l'injonction de débordement. Elle se manifeste par le fait de transgresser les règles, d'empiéter sur l'espace de l'autre, de céder aux tentations, de déborder par le corps, la parole et ou les actes. Et les personnes qui sont en proie à l'injonction de débordement, elles arrivent fréquemment en retard, elles peinent à tenir les délais, etc. etc. C'est un peu le mangeur héroïque qui là se sent un petit peu au-dessus des autres, qui va suivre ses propres règles et qui dépasse toujours les limites, qui déborde. Et la troisième injonction, c'est l'injonction d'échappement, qui elle se manifeste aussi par des tentatives répétées du coup de sortir du cadre, et elle s'inscrit dans une instabilité générale. C'est des personnes qui vont souvent changer de travail, qui vont souvent déménager, qui vont avoir des difficultés à nouer des relations amoureuses et ou amicales saines. Et dans le rapport à l'alimentation, cette notion d'échappement, elle se traduit par la pulsion de manger, comme une incapacité à se contrôler. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus fort que moi. Et là, on retrouve peut-être plus le mangeur fusionnel à ce moment-là. Maintenant, en termes de questionnement autour de l'éducation et du surpoids, on peut aussi parler d'injonction parentale au niveau de l'éducation, mais aussi de gavage et de privation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, on parle de gavage lorsque la figure maternelle, la figure d'attachement en tout cas, répond systématiquement aux pleurs du bébé en lui donnant à manger. Le bébé, du coup, il évolue dans un environnement qu'on appelle insécure, qui ne lui permet pas de faire l'expérience de la frustration. Parce qu'il faut savoir que l'expérience de la frustration est nécessaire pour évoluer en tant qu'adulte. Ce qui fait que une dépendance à autrui s'installe de plus en plus avant de glisser vers une dépendance à la nourriture. Évidemment que le bébé, quand il vient au monde, il est dépendant des autres pour survivre. Et la limite entre le dedans et le dehors est floue à ce moment-là,
Si bien que le surpoids représente comme une seconde peau protectrice, qui serait capable de restaurer les limites entre le dedans et le dehors. Donc en fait, l'enfant gavé en vient inévitablement à confondre la sensation de faim avec toutes les sensations négatives qui le traversent. Et ben oui, dès qu'il pleure, on lui donnait à manger, donc il pouvait pleurer parce qu'il avait faim, mais il pouvait pleurer aussi parce qu'il était fatigué, parce qu'il avait besoin d'être changé, mais la réponse, c'était tout le temps d'être nourri. Donc au bout d'un moment, bah, il sait plus du tout, quels sont ses besoins à ce moment-là. Et il s'habitue à répondre à ses angoisses par un comportement hyperphagique qui consiste à manger en grande quantité, pour se remplir, pour se calmer. Ok. Maintenant, la privation. C'est complètement l'inverse et du coup certains parents ont tendance à trop restreindre les portions. Mais il faut savoir que la restriction alimentaire, elle est loin d'éduquer à la modération et entraîne généralement l'effet inverse. Il y a des études même qui montrent que les enfants qui sont soumis à des restrictions ont davantage de risques que les autres de développer plus tard un surpoids ou une obésité. Mais ça, c'est un peu le truc qu'on connaît tous, hein. Quand on s'interdit quelque chose, bah, c'est vraiment justement cette chose-là dont on a envie. Notamment des aliments riches, sucrés ou autres. Bah, plus on se l'interdit, plus on en a envie. Donc clairement, la privation et les restrictions, elles sont pas bonnes au niveau du cerveau en fait. Le cerveau a envie de ce qui est interdit. Donc à partir du moment où on s'interdit rien, tout va déjà beaucoup mieux. Et enfin, les injonctions parentales, eh bien, ce sont toutes ces petites phrases qu'on a pu entendre et qui empêchent l'enfant d'exister par lui-même. Un peu comme les phrases du type bah, dépêche-toi, ne sois pas toi-même, ne pense pas, ne fais pas. Alors ça, évidemment, ce sont des phrases qui n'ont peut-être pas été dites telles quelles, mais quand on demande à un enfant bah, de ne pas faire de bruit, de ne pas dire telle chose, etc., bah, inconsciemment, l'enfant, il retient qu'il ne doit pas être lui-même, qu'il ne doit pas penser par lui-même, qui ne doit pas faire ci, qui ne doit pas faire ça. Et ça, c'est autant de règles silencieuses qui empêchent l'enfant d'écouter ses propres besoins et de devenir responsable et autonome. Du coup, adulte, bah, il mangera non pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il faut manger ou parce qu'il est l'heure. Et il sera totalement coupé de ses sensations puisqu'on ne lui a pas donné la possibilité de les ressentir, d'exister par lui-même. Et du coup, on en vient exactement au même résultat que lors du gavage. Quand la peur de maigrir bloque la perte de poids. Eh bien si la peur de l'échec est bien connue, la peur de réussir est moins commune. Pourtant elle existe au même titre que les autres. Ainsi, derrière l'envie de perdre éventuellement réellement du poids, peut se cacher une peur de maigrir. En fait, maigrir implique un changement qui n'inclut pas uniquement le corps. Maigrir, c'est se dévoiler. Maigrir, c'est se découvrir. Et être pleinement soi, ça peut être suffisamment angoissant pour trouver des bénéfices secondaires au surpoids, et donc une incapacité à maigrir. La peur de maigrir, elle cache également la peur de grandir et de devenir adulte. C'est ce qu'on disait au tout début, puisque le corps mince est vu comme un corps désirable. Et ça fait directement écho à la vie intime et à la sexualité. De même, la peur de maigrir est directement liée à l'injonction de grossir, puisque rappelez-vous, la perte de poids n'est pas naturelle. Et elle est associée à la mort. Donc il est important de prendre conscience de ces peurs inconscientes pour maigrir durablement. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast aussi sur les peurs inconscientes qui vous empêchent de maigrir. Je vous le mettrai en lien de l'épisode également si vous souhaitez en savoir plus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Donc vous avez un bref aperçu du contenu du livre 2 de Semeria, qui sont les pensées qui font maigrir, que j'ai beaucoup apprécié pour cet aspect psychologique. Donc c'était un petit peu plus théorique aujourd'hui. J'espère tout de même que ça aura été assez clair et que ça vous donnera des pistes peut-être de réflexion. Il n'y a pas de règle là-dessus, c'est juste de voir un petit peu à comment vous réagissez en fonction des éléments que j'ai pu citer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent, d'autres pas du tout, etc. etc. Et puis juste, ben voilà, les avoir en tête et puis éventuellement d'y réfléchir, de se poser des questions.
Maintenant, je vous invite à réfléchir un peu à tout ça. N'hésitez pas à me faire un retour si vous en avez envie. Sachez que si vous n'êtes toujours pas inscrite, à la masterclass, eh bien je vous invite à vous abonner directement à la newsletter pour recevoir automatiquement une petite vidéo, qui est une mini masterclass qui vous donne les 3 erreurs qui vous empêchent de maigrir pour vous aider un petit peu à aller plus loin aussi dans cette réflexion d'une autre manière. Et tous les dimanches, je vous envoie un mail avec des conseils, des astuces autour de la perte de poids d'un point de vue toujours psychologique et hypnotique, si on peut dire. Moi, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.